Monsieur le Président, avant de conclure, j'aimerais clarifier 2 points sur lesquels mon pays est souvent attaqué sans preuve. Le premier est celui du prétendu discours de haine ethnique contre les personnes à expression rwandophone. Les positions du président de la RDC, des autorités congolaises, de la société civile, incluant les grandes églises chrétiennes, dont l'Église catholique et l'Église protestante, sont claires et sans ambiguïté. Ils ne tolèrent pas ces discours et les dénoncent régulièrement. Les démagogues qui apparaissent de temps en temps dans les réseaux sociaux sont lus par une minorité de la population dont la majorité rejette les propos divisionnistes. Si les violences intercommunales se manifestent de temps en temps sur des querelles dues au conflit de terres ou d'accès aux cours d'eau, le Congo n'a pas vu des épisodes de violences meurtrières basés sur la xénophobie et la haine ethnique depuis 1994. Composé de 450 ethnies, le peuple congolais n'est pas divisé en majorité et minorité, qui est devenu fréquent en majorité et minorité, basé sur la xénophobie et la haine ethnique. Composé de 450 ethnies, le peuple congolais n'est pas divisé en majorité et minorité, en compétition pour l'hégémonie. Compte tenu de l'intermariage, qui est devenu fréquent en milieu urbain, la discrimination sur base ethnique est beaucoup moins prononcée aujourd'hui qu'elle ne l'était lors du régime colonial de diviser pour dominer. Par ailleurs, on doit se poser la question de savoir qui est plus haineux. La personne qui passe le gros de son temps à diaboliser les rwandophones ou celui qui tue et mutile des hommes, femmes et enfants innocents ou viole des femmes et des filles pour enfin les mutiler ou les tuer, ou celui qui utilise des engins explosifs improvisés pour tuer des gens qui ne lui ont fait aucun mal. Ça, c'est une question sur laquelle ceux qui continuent à dire que le Congo est dominé par la haine ethnique doivent réfléchir. Quant au groupe d'anciens génocidaires constituant le FDLR, il est évident que beaucoup d'entre eux sont déjà trop vieux pour poser une véritable menace au territoire rwandais. Mais les jeunes qui auraient succédé à leurs parents et oncles sont hantés par le Rwanda et se limitent aux activités mafieuses comme d'autres groupes rebelles dans la région. Comme je l'ai déjà expliqué devant cette illustre institution, le Rwanda a eu la liberté d'anéantir ce groupe à plusieurs reprises. 1. De septembre 1996 à juillet 1997, quand le commandant James Kabarebe était le chef de la force expéditionnaire rwandaise au Congo et plus tard chef d'état-major général de l'armée congolaise. Donc ça veut dire qu'il y a ici un officier rwandais qui est à la tête de l'armée congolaise. C'est ça la solution qui a été prise par les amis de M. Laurent Kabila, notamment M. le Président Kagame et M. le Président Museveni, qui ont mis un officier rwandais à la tête de l'armée congolaise. Donc il avait toute une année, parce qu'il contrôlait toute la sécurité du Congo. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas pu donc effacer la FDLR de la face du Congo? Deuxièmement, il y a donc l'occupation du Nord Kivu par l'Ouganda pendant 5 ans, de août 1998 jusqu'à 2003, après donc l'accord de Sun City en Afrique du Sud. Et donc, à ce moment-là, le Rwanda a eu le contrôle du Nord Kivu via le Rassemblement congolais pour la démocratie, une structure qui était érigée par le Rwanda, comme aujourd'hui, le M23 est aussi notre structure qui est soutenue par le Rwanda. Et troisièmement, en patrouille conjointe avec le FARDC,
sous le régime de Joseph Kabila, comme indiqué dans les mémorandums du 10 mars 2023 que notre gouvernement a mis à l'intention du Conseil de sécurité, le Rwanda et le Congo ont collaboré pour combattre le FDLR. D'ailleurs, dans les mémorandums du gouvernement congolais, vous lirez que c'est le FDLR, le FARDC, l'armée congolaise, qui a tué deux des grands dirigeants du FDLR. Donc le FDLR n'est pas notre ami, c'est notre ennemi, parce qu'ils sont là pour... ils sont en train de creuser nos minerais, donc ils sont entrés dans les activités mafieuses avec ceux qui veulent acheter nos minerais, et surtout les minerais stratégiques, et ils sont en train de violer nos femmes, ils sont en train d'utiliser le territoire congolais comme si c'était leur territoire. Donc nous ne sommes pas nécessairement les amis du FDLR, comme beaucoup de gens semblent le croire. La question à poser est celle-ci. Pourquoi est-ce que la Rwanda Defense Force n'a pas anéanti le FDLR? En réalité, le régime rwandais a réussi à éliminer le FDLR comme une menace militaire pour son objectif principal de piller les ressources minières stratégiques de la RDC. Le Rwanda a besoin de garder le FDLR en vie comme le prétexte dont il a besoin pour envahir la RDC et continuer à piller nos ressources comme le coltan, l'or et d'autres ressources minières, animales et forestières. Tandis qu'il est correct que la RDC doit renforcer son État pour mieux protéger ses frontières et sa population, le Conseil de sécurité est responsable du maintien de la paix et la sécurité à travers le monde entier et de faire tout ce qui est possible pour que les États membres de l'Organisation des Nations Unies respectent les droits internationaux, y compris l'intégrité territoriale et la souveraineté de tous les États membres. Pour cette raison, la République démocratique du Congo demande au Conseil de sécurité de prendre les actions suivantes. 1. De prendre en compte les recommandations contenues dans le mémorandum du 10 mars 2023, lui adressé par le gouvernement de la RDC. 2. D'œuvrer en faveur de la mutation de la MONUSCO vers une véritable force de peacemaking, de représentant spécial pour sa présentation et je reviendrai sur 3 points. Premièrement, les efforts doivent converger pour garantir l'intégrité et la souveraineté de la République démocratique du Congo. Depuis plus d'1 an, les actions du M23, groupe armé sanctionné par le Conseil de sécurité et par l'Union européenne, déstabilisent l'Est de la République démocratique du Congo. Ces derniers jours, le M23 s'est retiré de certaines positions, notamment autour de Saké. Ces premiers désengagements doivent se poursuivre conformément au processus de Luanda approuvé par l'Union africaine. La séquence agréée par tous et rappelée par le président Macron lors de son déplacement à Kinshasa le 4 mars dernier doit aboutir. Respect du cessez-le-feu, vérification sous supervision angolaise, cantonnement du M23, processus de désengagement, désarmement et réinsertion, déploiement de forces régionales. Tout soutien extérieur au M23 et aux autres groupes armés actifs sur le territoire congolais doit cesser immédiatement. Les processus de Luanda et de Nairobi doivent se renforcer mutuellement. La France salue les efforts de la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est, dont le déploiement doit se poursuivre dans les zones libérées par le M23. La France salue également l'envoi prochain d'un contingent angolais pour sécuriser les zones de cantonnement du M23 et protéger le mécanisme ad hoc de vérification. Elle condamne par ailleurs les attaques menées par les groupes armés ADF et Codeco, ainsi que les activités continues des forces démocratiques de libération du Rwanda. Tous les combattants doivent désarmer. L'ensemble des acteurs, et c'est mon second point, l'ensemble des acteurs sur le terrain doivent unir leurs efforts pour protéger les civils et les personnes les plus vulnérables. La MONUSCO et les forces armées congolaises doivent œuvrer conjointement pour protéger les civils de manière cohérente et coordonnée avec les forces régionales. La France appelle le secrétaire général et les États membres à mettre à disposition de la MONUSCO les moyens nécessaires à la mise en œuvre de son mandat. Elle doit également être en mesure de soutenir le déploiement de la force régionale
de la communauté d'Afrique de l'Est. Le soutien aux autorités congolaises doit se poursuivre afin qu'elles puissent assumer leur responsabilité première de protection des civils. Ce même esprit de partenariat doit prévaloir dans la réponse humanitaire. Le Conseil de sécurité a noté la mobilisation remarquable des acteurs, notamment ceux des Nations Unies, lors de sa visite au camp de Bouchagara. Davantage de sites doivent être mis à disposition par les autorités congolaises pour accueillir les réfugiés et les personnes déplacées. La France est mobilisée face à l'urgence humanitaire autour de Goma. Elle apportera une aide de 34 millions d'euros pour répondre aux besoins des populations les plus vulnérables. Dans le cadre du pont humanitaire aérien de l'Union européenne, 3 vols ont permis d'acheminer 100 tonnes de frais, comprenant des abris d'urgence, des kits d'hygiène et des médicaments. L'Union européenne apportera une aide humanitaire de 50 millions d'euros à la République démocratique du Congo en 2023. Troisièmement, les avancées doivent se poursuivre en matière de justice et pour préparer les élections prévues au mois de décembre prochain. Des avancées ont lieu en matière de lutte contre l'impunité. Je pense notamment à la loi promulguée en décembre dernier pour la protection et la réparation des victimes de violences sexuelles. Les efforts doivent aussi se poursuivre en termes de justice transitionnelle pour assurer la protection des droits de l'homme et pour lutter contre les discours de haine et les incitations à la violence. Enfin, la France réaffirme son soutien au gouvernement congolais dans l'organisation d'élections transparentes, libres et inclusive dans les délais prévus par la Constitution. Des efforts majeurs ont été déployés pour initier l'enregistrement des électeurs. La MONUSCO apporte son appui logistique. L'organisation de la francophonie est aussi mobilisée à la demande de la Commission électorale nationale indépendante pour accompagner les institutions et la société civile impliquées dans le cycle électoral. Les conditions doivent être réunies pour la bonne tenue des élections sur l'ensemble du territoire congolais. Monsieur le Président, la République démocratique du Congo ne doit pas être un butin de guerre. Un chemin vers la paix est possible si chacun se montre à la hauteur de ses responsabilités. Je vous remercie. Du Conseil de sécurité, je tiens en premier lieu à vous remercier pour l'opportunité de vous présenter le rapport du secrétaire général sur la situation en République démocratique du Congo. Je salue également la présence du représentant permanent de la République démocratique du Congo, son Excellence M. Georges Ngonzola Ntalaja, ainsi que du ministre des Affaires étrangères, du représentant permanent de la République du Rwanda et du représentant permanent de la République du Burundi. Depuis ma dernière intervention devant le Conseil, la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo s'est à nouveau considérablement dégradée. L'intensification du conflit avec le M23 et l'activisme persistant d'autres groupes armés, notamment les ADF, Zaïre et la Codeco, pour ne citer que, continuent d'infliger des souffrances intolérables aux populations civiles et de dégrader une situation humanitaire de plus en plus dramatique. Au Nord Kivu, au Sud Kivu et en Ituri, des centaines de milliers de personnes ont fui les exactions des groupes armés et les affrontements entre le M23 et les FARDC, mais aussi entre Codeco et Zaïre. Au Nord Kivu en particulier, les affrontements entre le M23 et les FARDC ont forcé 900 000 personnes à se déplacer. Les besoins humanitaires déjà immenses en République démocratique du Congo continuent d'augmenter. Cette crise humanitaire reste l'une des plus négligées au monde. Les populations déplacées, auprès desquelles je me suis rendue, vivent dans des conditions extrêmement précaires. Je saisis cette opportunité pour plaider également pour la mobilisation des ressources nécessaires pour la mise en œuvre du plan de réponse humanitaire 2023 porté à hauteur de 2,25 milliards de dollars. Je condamne les entraves persistantes à l'accès humanitaire, notamment
l'attaque d'un hélicoptère d'UNAS en février qui a contraint le PAM à temporairement suspendre ses vols dans les zones de conflit. J'appelle toutes les parties au conflit à respecter le droit humanitaire international et à faciliter l'accès humanitaire aux personnes vulnérables où qu'elles se trouvent. Parmi ces déplacés, je souhaite insister sur la situation particulièrement précaire des femmes. Pour leur assurer une protection adaptée, il est impératif de financer le plan d'action national de prévention de l'exploitation et des abus sexuels 2023. Plus de 2 millions de dollars sont nécessaires pour soutenir ces activités, notamment dans les zones touchées par la crise du M23. Parmi les initiatives en cours, je salue la création d'un fonds de soutien aux victimes et l'assistance psychologique aux femmes mise en place par l'Organisation mondiale de la santé.